France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe, une émission qui vous est proposée par France 24 et Radio France Internationale. L'Europe tente de rentrer dans le jeu diplomatique face à un plan de paix de Trump pour l'Ukraine qui l'a encore une fois prise de court. La première puissance économique du globe a bien du mal à s'imposer sur la scène diplomatique et à parler d'une seule voix parmi les 27. La Belgique, qui abrite 12 millions d'habitants, et la capitale européenne a un poids particulier. Et nous partons d'ailleurs en direction de Bruxelles, où nous attend en duplex Maxime Prévost. Bonjour. Vous êtes... Bonjour. Depuis février, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement. Je précise que vous êtes ancien président du parti Les Engagés, qui est un parti politique belge francophone centriste et social-libéral, qui fait partie donc de la coalition au gouvernement, coalition dite Arizona, allant des socialistes aux nationalistes flamands de la NVA de Bart de Wever, premier chef de gouvernement d'ailleurs de cette couleur politique. On va parler un petit peu de la Belgique plus tard, mais évidemment on commence sur le dossier brûlant de l'Ukraine. Que penser d'un plan de paix surprise négocié entre Trump et Poutine, qui semblait d'ailleurs très favorable aux Russes? Mais écoutez, une fois encore, nous voyons l'Union européenne dépassée au niveau de sa diplomatie et de ses relations extérieures. C'était déjà le cas avec Gaza et l'histoire se répète à nouveau maintenant sur le front ukrainien, et qui est pourtant un conflit au cœur de son propre territoire. On a un peu le sentiment qui doit évidemment être évité, que les États-Unis, dont on doit évidemment saluer l'effort pour essayer de trouver un cessez-le-feu et on l'espère une paix durable, mais choisit finalement le restaurant, détermine le menu, mais c'est régulièrement l'Union européenne qui est amenée à devoir payer la facture. Il ne peut pas y avoir de solution de paix durable qui concerne l'Ukraine et sans l'Europe. Nous sommes nous-mêmes des acteurs clés qui doivent être autour de la table pour ne pas seulement payer les factures, mais créer les conditions aussi d'une paix qui pourra être durable une fois que cette séquence de présence américaine sera passée. En attendant, les Européens, on le sent bien, ont du mal à formuler des amendements à ce plan parce qu'ils sont divisés entre eux. Il était question originellement pour Kiev de renoncer au territoire conquis par la Russie et d'établir une zone tampon sur son sol. Est-ce que nous allons, nous, Européens, favoriser une paix rapide et défavorable à l'Ukraine ? Écoutez, ce qu'il faudrait, c'est que les Européens eux-mêmes soient en capacité d'offrir une contre-proposition pour un plan de paix. Bien entendu, il y a matière à pouvoir être critique sur ce qui s'esquisse aujourd'hui, d'autant que l'Ukraine semble devoir subir finalement ce plan plutôt que de pouvoir, de manière respectueuse, participer à l'édification d'une stratégie qui ne discrédite pas l'Ukraine. L'objectif n'a jamais été de veiller à ce que celle-ci mette un genou en terre ou abdique. Je rappelle qu'elle est la victime de cette guerre d'agression. Mais l'Union européenne est elle-même bien en peine de proposer une alternative pour atteindre le cessez-le-feu et garantir une paix durable. Et donc, dans l'attente, on doit évidemment veiller à bien être autour de la table présent. Les questions de respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine paraissent essentielles aux yeux de la Belgique, sans quoi ça va devenir un précédent extrêmement dangereux, pas seulement au détriment de l'Ukraine, mais ailleurs aussi dans le monde. Je pense que le droit international doit continuer de prévaloir, celui qui garantit précisément que ce territoire soit respecté, que la souveraineté ukrainienne puisse continuer de s'y exercer. Il ne peut pas y avoir de place non plus pour l'impunité à l'égard des actes d'agression posés par la Russie. Et c'est la raison pour laquelle un scénario de paix avec la force comme moteur qui tord le bras aux Ukrainiens n'est pas acceptable. S'il doit y avoir des considérations territoriales, ça doit se faire avec l'exclusive approbation d'Ukraine, mais certainement pas
au détriment de sa volonté. Volodymyr Zelensky est fragilisé par un scandale de pots de vin de 86 millions d'euros empochés par un homme d'affaires qui lui est proche à travers une compagnie nucléaire nationale. Il a dû démissionner 2 de ses ministres. Et est-ce qu'il n'est plus en position de force, selon vous, pour négocier une bonne paix? Non, je pense qu'il n'y a pas d'interlocuteur plus crédible que le président Zelensky pour pouvoir défendre les intérêts ukrainiens autour d'une table de négociation, même si, évidemment, on est préoccupé par les scandales qui touchent l'Ukraine en matière de corruption. Il est évident que par rapport aux standards européens, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Je fais confiance à la justice ukrainienne pour tirer tout ça au clair, mais il ne faudrait pas que ces situations très problématiques sur le plan de l'éthique, de la gouvernance, soient instrumentalisées pour fragiliser le président ukrainien ou ses légitimes revendications. On doit être, comme Européens, à ses côtés pour s'assurer que la solution c'est ce qui serait demain et qui garantirait au peuple ukrainien une paix durable, ne se fasse pas à son détriment, alors que c'est lui qui est le peuple agressé. Cette semaine, comme toutes les semaines, nous vous proposons de faire le point sur quelques nouvelles du vieux continent. C'est l'Europe en bref, avec Isabelle Romero. Avancée décisive pour les droits LGBT, le 25 novembre, un arrêt de la Cour de justice européenne impose aux États membres de reconnaître les mariages de même sexe contractés légalement dans un autre État européen. Un couple de Polonais mariés en Allemagne s'est vu refuser la transcription de leur acte de mariage en Pologne, où les mariages de même sexe sont interdits. Selon la Cour, ce refus constitue une entrave à la liberté de circulation et au respect de la vie familiale. Même si la Pologne n'est pas tenue d'adopter cette législation, elle s'apprêtait à introduire un partenariat civil sous l'impulsion du Premier ministre polonais Donald Tusk. Un texte bloqué par le président ultra-conservateur, regrette Dariusz Wieczorek de la Nouvelle Gauche. J'espère que le président regarde cet arrêt de la Cour de justice et réalise que la Pologne fait partie de l'Europe et que peut-être il hésitera à opposer son veto au partenariat civil. Le sommet UE-Afrique des 24 et 25 novembre en Angola visait à renforcer leur partenariat commercial. L'UE entend sécuriser des minerais stratégiques nécessaires à sa transition écologique et à réduire sa dépendance à la Chine pour les terres rares. Le Global Gateway, vaste plan d'investissement, est relancé selon Antonio Costa, président du Conseil européen. Il est essentiel de garantir que ce partenariat se développe sur une base d'intérêt mutuel et non selon une logique extractive, comme cela s'est produit au siècle précédent. La Commission européenne prépare de nouvelles garanties à l'utilisation de 140 milliards d'euros d'avoirs russes gelés pour un prêt de réparation à l'Ukraine. Car la Belgique freine la majorité de ces avoirs transitant par un dépositaire basé à Bruxelles. Elle plaide pour un emprunt de l'UE. Mais là, c'est la Hongrie de Viktor Orban qui menace de veto. Orban qui était vendredi auprès de Poutine à Moscou. Maxime Prévost, les négociations de paix qui s'accélèrent alors que n'a pas été réglée entre les 27 la question du prêt de réparation qui utiliserait les actifs immobilisés pour prêter à l'Ukraine 140 milliards d'euros. C'est votre pays, la Belgique, qui bloque. Est-ce que la Commission et vos voisins vont trouver des garanties suffisantes? Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire d'aider financièrement l'Ukraine, mais pour pouvoir le faire de manière rapide et de manière sécurisée sur le plan juridique, il nous semble que la meilleure voie à suivre est celle d'un emprunt directement contracté par l'Union européenne. Ça s'est déjà fait pour d'autres enjeux par le passé et ça ne pose pas de problème de sécurité juridique. Contrairement à cet emprunt de réparation que l'on veut réaliser en allant vampiriser les avoirs souverains russes qui se trouvent à Euroclear, à Bruxelles. Et du reste, je rappelle que dans d'autres pays, de tels avoirs souverains existent aussi. Dans le plan initial de Donald Trump, ça allait d'ailleurs dans la poche des Américains, d'un consortium américano-russe, ces fameux avoirs russes. Ils existaient, mais pour aller en direction des États-Unis. C'est aussi un élément qui pose difficulté. Aujourd'hui, la Belgique estime que toute démarche qui pourrait être assimilable à une confiscation qui se fasse sur base de motifs politiques et non pas suite à une décision judiciaire quelconque, est couronnée d'un risque majeur
de nature systémique, un risque juridique bien sûr. Il est un peu compliqué de défendre le droit international et de fustiger la Russie au motif qu'elle ne le fait pas pour nous-mêmes poser des actes qui seraient contraires au droit international. D'autre part, on sait qu'en cas de poursuite devant des instances, la Russie aurait de grandes chances d'obtenir gain de cause et la Belgique n'est pas en capacité seule de pouvoir, au vu de la petitesse de son pays et de ses finances, accuser le coût d'un remboursement de près de 200 milliards d'euros, sans parler des amendes potentielles, raison pour laquelle nous avons depuis des mois exigé que si il y avait une volonté politique d'aller dans cette direction, elle devait impérativement s'accompagner d'une coalition. Il faut que tout le monde alors accepte, si l'acte est posé alors que l'on sait que c'est juridiquement contestable, qu'il y ait cette solidarité budgétaire, financière, le moment venu. Mais actuellement, on voit que beaucoup réclament l'usage de ces biens souverains russes qui sont stockés à Bruxelles sans pour autant souhaiter s'engager pour pouvoir être solidaires le moment venu ou limiter les risques de mesures de rétorsion. Et donc le risque est systémique aussi, d'effondrement de la confiance sur les places financières. Que pensez-vous que les autres États dans le monde qui ont aussi des avoirs souverains en Europe risqueraient de penser? Ils se diraient aussi que demain, pour une raison X ou Y qui soit de nature politique, ils pourraient être soumis à des processus de confiscation. Et donc, si tout le monde retire ses avoirs, c'est aussi l'euro qui s'en trouverait fragilisé, ce qui ne serait probablement que bénéfice pour les Américains ou pour la livre sterling. Mais je le répète, le plus simple, c'est de recourir à la mobilisation d'un emprunt européen. Oui, c'est une solution à trouver d'ailleurs vite. Vous dites avant le prochain sommet du 18 décembre entre les 27, l'emprunt européen, la France y est plutôt favorable. Mais là je disais, Viktor Orban en Hongrie, en pleine campagne électorale et proche du Kremlin, pourrait y émettre son veto. À ce moment-là, un emprunt à 26 ? Mais pourquoi pas, si c'est le scénario qui permet de mobiliser rapidement les fonds dont l'Ukraine a besoin et de garantir qu'il n'y ait pas de risque inconsidéré qui soit pris ni sur le dos de la Belgique, ni sur le dos de l'euro ou de la cohérence de notre mécanisme financier européen. Je pense que c'est la voie la plus sage, dans l'intérêt même des Ukrainiens, qu'une solution rapide se dégage. La Belgique, qui est au cœur de l'Europe, se préoccupe de son réarmement. Elle a décidé de rétablir son service militaire volontaire, comme la France d'ailleurs très récemment. On écoute le président Macron le jeudi 27 novembre sur ce sujet. Un nouveau service national va être institué progressivement dès l'été prochain. Ce service poursuit 3 objectifs précis. Renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée. Renforcer la capacité de résistance de notre nation. Consolider la formation de nos jeunes. Maxime Prévost, chef de la diplomatie belge, votre pays vient donc de réintroduire une année de service fondée sur le volontariat. 150 000 jeunes Belges de 17 ans ont reçu une lettre pour se présenter. Pourtant, vous consacrez à peine 1,3% par ailleurs de votre PIB à la défense. Alors pourquoi ce choix ? L'accord de coalition prévoit bien que tous les jeunes de 17 ans recevront un courrier pour les inciter à pouvoir suivre pendant 1 an, à hauteur d'une rémunération de l'ordre de 2 000 € par mois, ce service volontaire sur le plan militaire, avec l'espoir de susciter des vocations qui permettront alors d'accroître l'enrôlement dans nos forces armées par la suite. Je suis moi-même issu d'une génération qui n'a pas connu le service militaire obligatoire, qui a été abandonné en Belgique dans les années 90, mais il nous semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'assurer une meilleure filière de recrutement dans nos forces armées. Il est vrai, par contre, vous l'avez souligné, que la Belgique a souvent été l'un des mauvais élèves de la classe de l'OTAN pour ses investissements en matière de défense. Le gouvernement a décidé de changer cet état de situation. Nous avons inscrit une trajectoire de financement dans les années qui viennent bien plus conséquent, à plusieurs dizaines de milliards d'euros qui vont être mobilisés pour rattraper notre retard et continuer d'être un partenaire fiable de l'OTAN, a fortiori étant le pays qui accueille ces QG sur la place européenne. Alors le chiffre de la semaine concerne votre pays, la Belgique. Dette publique brute, 107% du PIB en 2025 et un déficit de 5,3% du PIB. La Commission alerte. Après des mois de négociations, votre gouvernement fédéral a conclu un accord budgétaire concernant un effort de 9 milliards d'euros en relevant la TVA. Grève générale de 3 jours d'ailleurs qui dénonce une casse sociale. Que faut-il penser de ce pays très divisé aussi ?
D'abord, l'Union européenne a eu raison de tirer la sonnette d'alarme et nous avons fait œuvre de pédagogie auprès de notre population en expliquant qu'on ne pouvait plus vivre au-dessus de nos moyens, que ces dernières décennies, des réformes indispensables qui devaient être prises, fussent-elles impopulaires, ne l'ont pas été. C'est regrettable et on se trouve maintenant au pied du mur avec le risque d'être potentiellement l'un des plus mauvais élèves de la zone euro si nous ne prenons pas en main notre destinée budgétaire pour remettre le pays sur les rails. En un an, nous avons fait un effort de redressement structurel de nos finances de 32 milliards d'euros. C'est du jamais vu depuis ces 50 dernières années. Ça se fait évidemment avec des grincements de dents. Nous en sommes conscients, nous l'assumons, mais aujourd'hui, l'heure est à avoir des hommes et des femmes politiques responsables qui assument de faire des choix et des réformes dans l'intérêt de nos générations futures. Et c'est ce que nous avons fait avec cet accord budgétaire qui a été conclu il y a quelques jours maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe. La question du volant de la dette est évidemment toujours préoccupante, même si en Belgique, c'est principalement une dette intérieure. Et donc, potentiellement moins problématique que d'autres. Mais par contre, le déficit devait pouvoir être résorbé et nous avons maintenant remis le pays sur une trajectoire d'assainissement. Alors, quelques questionnements quand même à propos de votre gouvernement Arizona, composé de 5 partis, dirigé par le Premier ministre belge Bart De Wever, figure historique du nationalisme flamand, qui a d'ailleurs relancé l'idée d'unir la Belgique et les Pays-Bas. Ça passe bien cette idée auprès des Belges et des Néerlandais ? Alors, il n'a pas lancé l'idée de pouvoir permettre cette union historique entre les Pays-Bas et la Belgique. Il a rappelé, comme historien du reste, combien il regrettait qu'à l'époque, il y ait eu cette division. Ma foi, c'est son droit, chacun met ses sentiments où il le souhaite, mais toujours est-il qu'avoir un renforcement des démarches du Benelux, ça nous semble important. Le Benelux, c'est quand même 3 pays fondateurs parmi les 6 de l'Union européenne, et c'est aussi une structure forte qui préexistait à l'existence de l'Union européenne, et donc il y a du sens à pouvoir reconsolider ce noyau. Je m'y emploie également avec la diplomatie belge. Par ailleurs, c'est vrai que la Belgique est connue pour son sens du compromis. Nous avons un gouvernement composé de 5 partis, un socialiste, 2 centristes, 2 libéraux et conservateurs, mais nous arrivons à faire bouger le pays parce que de longue date, nous avons compris que faire un compromis, ce n'était pas se compromettre. Je pense que ça peut probablement inspirer d'autres pays qui nous sont proches, la France, parce que c'est important vous désignez clairement la France. On le comprend. Oh, c'est aussi le cas. C'est aussi le cas aux Pays-Bas. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus que jamais le besoin de trouver des forces politiques capables de trouver des points d'équilibre pour pouvoir faire des progrès, plutôt que d'être dans une bipolarisation qui va s'avérer stérile, quels que soient les pays concernés partout en Europe. Merci beaucoup Maxime Prévost d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos antennes, l'actualité continue.